Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau point. La menace russe, vraiment? Vous êtes sur BRICS Actu, la chaîne qui vous donne les clés, parce que comprendre aujourd'hui, c'est pouvoir anticiper demain. On va manger les enfants, on va attaquer l'Europe, on va faire tout ce qui en fait peut choquer Georgette Statistique qui est assise sur le divan devant le journal télévisé de 20 heures. Donc nous sommes les méchants et donc nous sommes les méchants parce que nous ne sommes pas comme les Français, les Américains. Ils ont compris que finalement ils vont pas gagner cette guerre. Mais les Européens, aujourd'hui, ils ne veulent pas le dialogue avec la Russie. Ils veulent continuer cette campagne de diabolisation de la Russie dans la presse et dans l'opinion publique. Alors, il y a aucun place aujourd'hui pour une rencontre entre les Russes et les Européens. Toutes ces idées sur les menaces russes, les déclarations que la Russie menace l'Europe, c'est de la propagande pour en fait que les Européens ne pensent pas au prix de problèmes économiques, au prix de l'électricité. Problèmes l'électricité. économiques, qu'ils pensent à la menace russe et qu'ils préparent le kit de survie. Et alors que le rapprochement se fait entre les États-Unis et la Russie, on constate que l'Europe est la grande perdante. Au micro d'André Berkoff, Piotr Tolstoï, le vice-président de la Douma, revient aujourd'hui sur la situation et particulièrement concernant l'Europe. La menace russe est-elle réelle? À voir. En tout cas, la propagande européenne l'utilise à fond pour pouvoir justifier tout et n'importe quoi, et notamment dissimuler la catastrophe économique qu'elle endure actuellement. Je vous laisse découvrir tout cela en images. Bonjour les toxinolâtres et les toxinophiles. Nous sommes sur Toxin et nous sommes, nous à Paris, mais nous sommes très heureux de nous entretenir avec Piotr Tolstoï, qui lui est à Moscou, ou en tout cas près de Moscou. Nous sommes en direct avec lui et Piotr Tolstoï, bonjour. Bonjour. Alors, je voudrais d'abord, parce que encore les auditeurs français, les téléspectateurs français ou les spectateurs français, je voudrais que vous nous expliquiez, parce que vous avez été journaliste et maintenant vous êtes homme politique. Je rappelle que vous êtes vice-président de la Douma, la chambre basse du Parlement russe depuis 2016, mais que vous avez fait des études journalistes, vous avez été longtemps journaliste. C'est bien ça? Tout à fait, oui. Alors, Piotr Tolstoï, mais je voudrais juste savoir, la Douma, quel rôle joue la Douma en Russie? Parce que je crois que beaucoup de nos compatriotes ne le savent pas exactement. Donc, pouvez-vous nous expliquer ce que c'est que la Douma et le rôle qu'elle joue? C'est comme dans tous les pays du monde, nous avons notre démocratie et le Parlement. Donc, la Douma joue un peu le rôle de l'Assemblée nationale. On travaille sur les lois. On est une partie législative du pouvoir. C'est ça. Et il y a l'autre côté, il y a l'équivalent du Sénat aussi. Tout à fait. On a le Conseil de fédération qui est équivalent du Sénat et qui représente les régions de la Russie. D'accord. Bon, écoutez, c'est clair, mais c'était important de parler de ça. On va parler effectivement de votre parcours aussi, parce que c'est important. Je rappelle rapidement que vous êtes né à Moscou le 20 juin 1969, vous avez 55 ans, vous êtes diplômé du département international de la faculté de journalisme de l'université Lomonosov à Moscou, et c'est intéressant, vous avez commencé comme correspondant du journal Le Monde, c'est bien ça? Tout à fait, parce que j'ai fait mes études aussi non seulement à l'université de Moscou, mais aussi à CFPJ à Paris. D'accord. Et donc après, on m'avait proposé de travailler pour Le Monde, et après j'ai travaillé pendant des années pour l'agence France Presse. C'est ça. Vous étiez correspondant à Moscou de l'AFP, hein, c'est bien ça. Tout à fait. Et puis la télévision ensuite, à la télévision russe VID, des émissions de politique à la télévision russe. Vous avez fait ça pendant une dizaine d'années, même plus que cela. Une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années, d'accord. Oui, ouais. Je ne veux pas raccourcir votre carrière journalistique. Mais alors, qu'est-ce qui vous a fait, c'est intéressant, qu'est-ce qui vous a fait passer à la politique? Donc, parce que vous êtes devenu membre de la Chambre civique de la Fédération de Russie, et puis depuis 2016, comme j'ai dit, vous êtes vice-président de la Douma d'État. Qu'est-ce qui vous a amené à dire journalisme très bien, mais politique, ça me
ça m'intéresse autant, au moins. Vous savez, moi, quand j'ai travaillé comme journaliste depuis des années et à l'AFP et après pour la télévision russe, Ouais. alors j'étais toujours, je suivais les événements politiques de l'époque et on en avait beaucoup, Mhm. mais j'ai jamais eu l'idée de moi-même travailler comme politicien ou devenir politicien. Peut-être cette idée, j'ai eu après la Crimée, après le retour de Crimée à la Russie, parce que c'était D'accord. Mhm. pour la première fois que j'étais vraiment fier de mon pays depuis l'effondrement de l'URSS, et Mhm. donc je pensais que peut-être mon expérience, mes capacités, Vos on peut connaissances, oui, vos connaissances, oui. rapporter quelque Ouais. chose Mhm. pour mon pays. C'est pour ça que j'ai pris la décision de me présenter aux élections à 2016 Ouais. et donc j'ai été élu à Moscou où j'ai eu comme adversaire le chef de parti communiste de Moscou. Donc j'ai Mhm. gagné cette élection et je suis devenu député. D'accord. Oui, et puis après, donc, vice-président de la Douma. Et justement, ce que vous venez de dire, parce que c'est intéressant, important. Au fond, comment votre génération, même la génération d'avant, a vécu, et dans les années 90, bien sûr, l'effondrement de l'URSS et comment, effectivement, parce que je crois que ça explique beaucoup de choses. On disait, ah ben c'est fini, tout ça est effondré, etc. Pendant 10 ans, ça a été assez compliqué, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais comment votre génération a vécu c'est comme une espèce d'humiliation, et c'est pour ça, quand vous parlez de la Crimée, vous dites à nouveau, j'ai été fier de mon pays. Ça a été vécu comment, Piotr Tolstoï? Bah, vous savez, moi, j'ai jamais été. Euh, on a vécu en URSS, mais j'ai jamais eu les sympathies aux communistes Hmm. ou au système qui existait parce que c'était un système basé sur la mensonge totale. Et Ouais. donc, on était très contents finalement que c'est terminé. Et au Mhm. moment donné, on avait des illusions sur les relations de la Russie avec l'Europe, avec l'Occident. On avait beaucoup d'illusions et on Ouais. pensait que on pourrait vraiment bâtir le monde ensemble et faire ensemble beaucoup de choses parce que la Russie, c'est le plus grand pays de l'Europe. Mhm. Et sans la Russie, l'Europe n'a pas accès à des ressources naturelles ni rien. Ouais. Mais donc, finalement, vous savez, pour nous, pour notre génération, le point très important, c'était l'agression de l'OTAN contre Yougoslavie. Ouais. Le bombardement Ouais. de Ouais. Belgrade, le bombardement des Serbes, Ouais. l'humiliation des Serbes sur tous ces procès du tribunal Mhm. international, etc. Donc Oui, pour nous, je rappelle c'était un moment très fort. 1999, l'opération de l'OTAN, qui a duré 2 mois et demi sans l'aval de l'ONU, hein, il faut le rappeler. C'est Oui, ça. tout à fait, tout à Ouais. fait. Et donc Ça a beaucoup joué, ça. montré, Ouais. ça nous a montré clairement Mhm. que tous les slogans européens, tous les slogans sur la démocratie, le moral, le droit de l'homme, tout Mhm. ça, ça finalement est soumis sous les intérêts géopolitiques Mhm. ou économiques des C'est pays vrai. européens, qui à l'époque encore ne dépendaient autant des États-Unis qu'aujourd'hui. Alors justement, enfin, on pourrait se dire, Piotr Tolstoï, est-ce que ce n'est pas le cas de tout le monde? Vous savez ce que disait le général de Gaulle? Une nation n'a pas d'amis, une nation a des intérêts. On peut avoir des amis dans la vie, mais est-ce que ce n'est pas le cas de toutes les nations? Mais justement, je voudrais parler de ça parce que c'est intéressant de parler. J'ai relu, même avant de voir les discours de Vladimir Poutine qui ont été traduits en français. Il y a eu 2 ou 3 livres. Et effectivement, dans les années 2003-2007, il était question d'un rapprochement.
enfin, voulu même par la Russie avec l'Europe. Enfin, en tout cas, il y avait des discussions, ou en tout cas, il y avait des avancées. Et puis, ça a tourné comme ça a tourné aujourd'hui. Et aujourd'hui, je voudrais vous montrer, je voudrais avoir votre réaction, Piotr Tolstoï, la couverture du Point, du journal de l'hebdomadaire français Le Point, que vous connaissez bien sûr. Et voici cette couverture. Cette couverture, on voit Vladimir Poutine, c'est en couverture, et le titre, c'est L'étrangleur. Qu'est-ce qui fait que, effectivement, où il explique que voilà, le prédateur, il veut en fait prendre l'Europe, continuer après l'Ukraine, etc. Qu'est-ce qui fait que ça s'est dégradé à ce point où aujourd'hui, à l'heure où effectivement il est question, et ce sera dans les prochains jours ou prochaines semaines, que Donald Trump rencontre Vladimir Poutine, c'est déjà programmé, et qu'en Europe, ce soit effectivement une espèce de fronde. Comment vous analysez ça? Et ça peut, on peut longtemps raconter l'histoire des illusions et des relations. Malentendu? Vous diriez malentendu? C'est pas le malentendu. Je crois que c'est plutôt quelque chose qui c'est pas un malentendu. C'est l'incompréhension des Européens que la Russie c'est une civilisation à part, que c'est pas une grosse Pologne quoi. Ouais. Et donc l'idée des Européens, notamment des Français, à nous donner toujours des leçons. Comment il faut vivre, comment il faut bâtir la démocratie, mais c'est aussi quand même l'élargissement de l'OTAN à nos frontières, c'est aussi le refus des discussions sur la sécurité, parce que la sécurité, il ne peut pas être la sécurité pour les uns et en sécurité pour les autres. Et donc, tout ça, ça a amené d'abord au discours de Vladimir Poutine à Munich, à la conférence sur la sécurité internationale à 2007. 2007, oui. Il a ouvertement dit que soit vous arrêtez avec les doubles standards et on commence à coopérer ouvertement, soit cet antagonisme va progresser. Et donc là maintenant, on est dans la stade de russophobie totale en Europe et des tonnes de mensonges qui depuis 3 ans sont balayés sur les têtes des Européens, sur la Russie. Donc ça m'étonne pas ni le Point, ni la presse occidentale en général qui pense que les Russes mangent les enfants le matin, etc. Donc pour nous, c'était un peu étonnant au début, mais maintenant rien de nouveau. Donc on va manger les enfants, on va attaquer l'Europe, on va faire tout ce qui en fait peut choquer Georgette Statistique qui est assise sur le divan devant le journal télévisé de 20 heures. Donc nous sommes les méchants et donc nous sommes les méchants parce que nous ne sommes pas comme les Français, les Anglais, les Italiens, etc. Ouais. Donc à mon avis c'est ça en fait l'incompréhension totale, c'est ça. Le début, c'était encore dans les années 90, parce que l'Europe a pensé, comme d'ailleurs les États-Unis, que on a gagné la guerre froide, ok, et maintenant les Russes, ils vont devenir, je sais pas, espèce d'un grand pays, mais qui en fait répète tous les trucs. Et Piotr Tolstoï, certains disaient même que, il faut le dire, y compris du côté des États-Unis, on pense à Zbigniew Brzezinski, les néoconservateurs, que la Russie, qui est un pays de moujik, oui, avec des centrales nucléaires, devrait être démembrée. C'est quand même aller jusque-là, chez certains. Oui, tout à fait, tout à fait. Et en plus, oui, mais ça jusqu'à présent, cette idée, en fait, il domine dans la classe politique européenne parce que, par exemple,
en Europe, très peu de gens savent que, par exemple, l'Ukraine, ça faisait partie de la Russie depuis 3 siècles. Et c'est seulement 30 ans qu'elle était soi-disant indépendante. Soi-disant parce que la Russie a subventionné l'Ukraine avec les prix de gaz, de pétrole, plein des avantages. Mais maintenant, c'est aux Européens à payer ça. Donc, Ouais. à mon avis, c'est bien aussi pour revenir un peu en arrière. Oui. Alors justement, maintenant, il y a aussi Piotr Tolstoï, il y a un nationalisme ukrainien qu'on ne peut pas nier, quelque part, quand même. Vous n'êtes Oui, pas d'accord? il y a bien sûr cet nationalisme ukrainien. Il a été d'ailleurs grandi par les communistes. Je Mmh, vous rappelle que l'Ukraine elle-même, mmh, elle a été construite par Staline et Lénine quand ils ont pris la crayon et ils ont rajouté les régions russes avec le prolétariat qui était la classe oui, très, selon les communistes, absolument. très bien. Ils ont rajouté ça à des régions de l'Ukraine avec les paysans. C'est Mmh, juste pour équilibrer un peu. Et ils ont construit un pays totalement artificiel, moitié russe, moitié ukrainien. Et dans ce pays aujourd'hui, dans ce qui reste de l'ex-Ukraine, en fait, c'est vrai que le nationalisme est très fort parce que c'est la seule raison pour laquelle ils peuvent que l'Ukraine est là. justifier Mmh, aujourd'hui toute la situation. Donc, le nationalisme ukrainien, c'est pas quelque chose non seulement anti-russe, mais c'est aussi le nationalisme basé sur les héros de la Deuxième Guerre mondiale qui ont été à côté d'Hitler. Donc, c'est comme un peu en France, imaginer un peu nationaliste français avec les portraits de Pétain ouais. ou, je sais pas, Vichy sur les drapeaux. C'est vrai, cela dit, on va parler évidemment de choses, mais tous les Ukrainiens, loin de là, ne sont pas des bandéristes. Vous êtes d'accord, quand même. Ils sont pas, faut Euh, pas généraliser. Non, il faut juste comprendre que n'importe quel nationalisme ukrainien et l'idée d'indépendance de l'Ukraine, Mhm, ça fait partie de l'idéologie de Bandera. mhm, Parce mhm. que il y avait aussi en Ukraine, on appelle ça minorité, mais c'était quand même avant la guerre 20 millions des Russes. Donc il y avait aussi des Russes qui ne voulaient pas pour ses familles et pour ses enfants cette histoire, cette idéologie basée sur le nationalisme Bien sûr. de l'Ukraine de l'Ouest. On- Et c'est pour ça que a commencé le conflit à Donbass bien sûr, et dans la partie russophone, comme on bien l'appelle. sûr. En fait, c'est la partie peuplée par les Russes. Alors, justement, on va pas revenir sur toute l'histoire, ça nous prendrait des heures, mais c'est vrai, pour rappeler ce qui s'est passé en 2004, en 2015 avec Maïdan, bien sûr, le Donbass, nous avons d'ailleurs diffusé nous-mêmes l'interview de François Hollande qui disait bien que les accords de Minsk, on les avait faits, enfin selon lui, mais il avait été piégé par deux humoristes russes, que les accords de Minsk ont été faits pour que l'armée ukrainienne, pour que les Ukrainiens prennent le temps de se réarmer comme il faut, etc., etc. Tout, avec Angela Merkel, bien sûr. Bon, on a parlé de tout ça, mais aujourd'hui, revenons à aujourd'hui, Piotr Tolstoï, c'est quand même intéressant de voir cette espèce de... S'il n'y avait pas tellement de morts, vraiment, on aurait presque envie de ricaner, mais qui a envie de ricaner quand une guerre fait presque 1 million de morts et de blessés? Euh, Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez un renversement de situation intéressant? L'Occident est divisé, il faut bien le dire, entre le nouveau régime américain, en tout cas la nouvelle présidence américaine de Trump, Musk, Vance et compagnie. Et on a vu la réunion et ce qui s'est passé. Vous l'avez vu comme tout le monde, bien sûr, ce qui s'est passé à la Maison-Blanche entre Volodymyr Zelensky, Vance et Trump. Le fait qu'aujourd'hui, il y a incontestablement une division et non seulement une division, et je voudrais avoir vraiment votre sentiment là-dessus, d'analyste et de politique,
c'est qu'en même temps, on a l'impression que l'Europe, enfin une partie de l'Europe se dit, ah non, c'est nous qui allons prendre la relève. Voilà, l'Amérique est en train de lâcher l'Ukraine, l'Amérique est en train de nous lâcher quelque part. Eh bien, c'est une occasion pour nous, Européens, enfin encore une fois pas tous, mais certains, eh bien, on va faire une défense européenne, on va faire une armée européenne, etc., etc. Bah, à mon avis, c'est c'est très simple et en même temps très compliqué. En fait, l'Occident en général, les États-Unis et l'Europe, avec 25 000 sanctions illégales contre la Russie et avec la déclaration en fait de la guerre dans les médias et avec tout le soutien au régime ukrainien, ils ont compris, enfin, les Américains, ils ont compris que finalement, ils vont pas gagner cette guerre. Et pour les Américains, déjà, Afghanistan, ça leur suffit. Donc, ils veulent pas que Zelensky court derrière le train vers la Pologne. Et ils ont profité, Trump a profité de la situation pour, en faisant la partie de la coalition anti-russe et en fait en tête de la coalition occidentale, il a fait un pas en arrière et il a dit je suis un médiateur. Bonjour. Je participe pas dans cette guerre. Je suis un médiateur. Et on va faire un deal. Donc, lui, il a compris qu'il va pas gagner et les Européens n'ont pas compris. Et c'est très simple. Les Européens n'ont pas compris et les Européens, ils ont besoin de montrer un peu leur place dans le monde entier parce qu'ils l'ont perdu avec la souveraineté des pays, avec cette l'Union européenne qui ressemble de plus en plus à l'Union soviétique. Et donc ils ont ce qu'on appelle l'UE-RSS. L'UE-RSS, c'est ça. Voilà. Donc les Européens, ils ont fait maintenant espèce d'une tentative de retrouver un peu leur place. Mais malheureusement, c'est bien dommage pour l'Europe, mais c'est impossible parce que déjà rassembler assez de l'argent pour acheter l'artillerie pour l'Ukraine, vous y n'arrivez pas sans les Américains. Avec les Américains, ça passait quelquefois, mais maintenant, sans les Américains, on n'arrive pas. Kaja Kallas dit une chose, Macron dit une autre, et cette espèce de fanfaronnade, malheureusement, n'a rien derrière, parce que toutes ces réunions des coalitions de volontaires, toutes ces déclarations sur la présence des soldats français sur le sol ou des avions britanniques aux frontières de l'Ukraine, malheureusement, c'est impossible d'organiser et de faire sans les Américains. Et donc là, maintenant, quand les Américains, ils ont un peu reculé, l'Europe, il lui faudra un peu du temps et peut-être le changement de leader pour changer le discours. Alors justement, Piotr Tolstoï, je voudrais vous faire entendre ce que vous avez dit à BFM TV. C'était pas il y a pas si longtemps, hein, il y a quelques semaines ou quelques mois. Enfin, vous avez été dur, hein, mais vous avez été assez dur. Mais enfin, c'était intéressant de vous entendre. Écoutez un extrait de ce que vous avez dit sur effectivement les limites et la Troisième Guerre mondiale. Écoutez. Vous, les Français, êtes en train de provoquer la Troisième Guerre mondiale. Vous vous foutez de ce que dit Emmanuel Macron. Exactement. Et quand il vous dit qu'il est prêt, éventuellement, à ne pas se fixer de limites. On s'en fout de ces limites. On s'en fout de Macron, de ce qu'il dit Macron. On s'en fout de limites de Macron. Et on va tuer... La France reste une puissance nucléaire. Vous l'avez en tête. Tout à fait, avec 200 missiles. On va tuer tous les soldats français qui vont venir au sol ukrainien. Tous. Parce qu'aujourd'hui, il y en a, durant le conflit en Ukraine, 13 000 mercenaires, dont 367 Français et dont 147 ont déjà tué. Et on va tuer tout le monde. Alors, vous voulez toujours tuer tout le monde, Piotr Tolstoï ? Écoutez, c'était pour être clair, hein, parce que il y a plein de politiciens qui cachent les idées derrière les mots. Moi, je préfère d'être plus ou moins clair. Évidemment, on va tuer
les soldats français ou les soldats de l'OTAN qui vont venir en Ukraine. Parce que quand aujourd'hui, c'est toujours, vous savez, tous les guerres et tous les incompréhensions commencent par les jeux du mot. Quand on dit l'agression de la Russie qui n'était pas provoquée, c'est la mensonge parce que c'était provoqué par l'élargissement de l'OTAN. Quand on dit on va préserver la paix avec les soldats européens sur le sol ukrainien, c'est la mensonge parce qu'on ne peut pas préserver la paix sans l'accord de la deuxième partie qui participe dans la guerre. Donc, sans l'accord de la Russie, et la Russie ne donnera jamais son accord à la présence des Français, des Britanniques ou des, je sais pas, est-ce que vous avez encore des armées en Europe? Des Polonais ou autres? Oui, le Polonais surtout, oui. On donnera jamais l'accord à leur présence. Et pour nous, la présence des mercenaires étrangers sur le sol ukrainien, cela dit que l'OTAN fait la guerre contre nous. Donc, évidemment, on va les tuer. Mais on va les tuer pas avec les couteaux, avec les missiles, avec l'artillerie, avec tous les moyens qu'aujourd'hui on utilise pour éliminer la défense ukrainienne sur le front. On n'avance pas. Hein. Si vous avez remarqué, la Russie fait pas cette guerre pour les territoires, parce que si on voulait les territoires, alors c'était l'autre chose. On pourrait agir comme les Américains, par exemple, ils ont fait en Irak, quand ils ont rasé avec la flamme à une vingtaine de kilomètres avant, et après il avançait avec l'armée. La Russie aussi a des moyens techniques de faire ça. Mais c'est ce que nous, on veut, c'est justement la démilitarisation de l'Ukraine et pas la militarisation avec l'arme européen ou avec des soldats européens. Donc, quand je dis on va tous tuer, enfin, évidemment, on va tuer les soldats s'il y aura des soldats français. D'ailleurs, il y en a pas beaucoup plus. Cette interview à BFM, ça a été il y a un an. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup plus des Français qui sont morts en Ukraine, mais le gouvernement français, notamment le président Macron, il cache ces morts. Ils disent que c'est des accidents de ski dans les Alpes. C'est par hasard que les colonels et les généraux français tombent sur les skis et donc disparaissent dans la nature. Attendez, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que c'est les informations, ça, que vous donnez. Vous dites qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de Français qu'on ne le dit qui sont morts, pour ne parler que des Français, mais enfin, il y a les autres, qui sont morts en Ukraine et qu'on cache, enfin, dont le nombre est caché. Tout à fait, tout à fait. Je vous assure que parmi les mercenaires qui font la guerre contre la Russie aux côtés des Ukrainiens, il y a beaucoup des Canadiens, des Américains, des Français, des Britanniques qui ont été tués et qui malheureusement n'étaient pas même enterrés. Mais il y a aussi des dizaines des spécialistes français qui ont été tués, par exemple, dans l'hôtel de Kryvyi Rih après le bombardement russe. Donc il y a plein d'exemples, mais malheureusement on retrouve pas ces corps. Et donc c'est pour ça que l'information aujourd'hui est cachée. Et c'est évident que le gouvernement français n'a aucun intérêt de sortir cette information parce que ça va provoquer la résistance à cette fanfaronnade de Macron sur la présence des soldats français ou sur les qualités de l'armée française en Ukraine. Donc malheureusement, je peux rien dire. Je peux rien dire du bon sur l'armée française. Moi, j'aimerais bien. Hein, je comprends que pour les Français, c'est un point très sensible, mais malheureusement, vu l'histoire et les derniers événements, par exemple en Afrique, et quand je dis l'histoire, c'est 40 jours de résistance de l'armée française aux Allemands, par exemple. Donc l'armée française, c'est pas l'armée qui apporte. Ce n'est plus l'armée de Napoléon. Ça vous voulez dire.
Voilà. Ça, En plus, l'armée de Napoléon a été composée de plusieurs armées européennes. nationalité, c'est vrai, c'est Ouais, vrai. ouais. C'est vrai. Mais alors, Piotr Tolstoï, donc la ligne rouge, les lignes rouges que se fixe enfin la Russie, c'est pas question que l'Ukraine rejoigne l'OTAN, hors de question. Pas question donc, si j'ai bien compris, que quand que ce soit le président Macron ou Keir Starmer, l'anglais, ou autres disent oui, on enverra des troupes, par exemple, s'il y a cessez-le-feu, on n'en est pas encore là, pour justement axer le cessez-le-feu, mais à supposer, ça va être... vous vous dites non, il n'en est pas question, ça c'est quelque chose d'inacceptable. Tout à fait, c'est Ouais, inacceptable. ouais. Mais c'est en fait la perspective d'adhération de l'Ukraine dans l'OTAN et les stationnements des troupes étrangères sur le territoire ukrainien, c'était une des préoccupations de la Russie avant le commencement de l'opération militaire spéciale. Donc, Ouais. pour nous, évidemment, c'est inacceptable. Mhm. Et il y a aucun cessez-le-feu pour l'instant. Et donc, le problème, c'est que on peut pas. Macron et Starmer, ils pensent qu'ils ont les moyens de mettre la Russie devant le fait de leur présence. Mhm. C'est pas le cas. Alors justement, parlons de ça. Votre quelqu'un que vous connaissez bien, qui est le vice-président russe, Dimitri Medvedev, il a fait un tweet en disant qu'est-ce que sera la conversation entre Trump et Poutine. Il y a eu déjà 2 coups de téléphone. On va en parler, de longs coups de téléphone, une conversation d'1 heure, 2 heures. Alors il disait, Medvedev, seule la Russie et l'Amérique étaient à table. Alors à l'entrée, c'est choux de Bruxelles, fish and chips britanniques, coq de Paris, plat principal côtelette à la kievienne. Bon appétit. Bon, c'est une manière de faire de l'humour, on l'apprécie ou pas. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que tout se passe comme si, c'est là que je voudrais vous faire rien, c'est que ça se passe aujourd'hui entre les États-Unis et la Russie. Ça va se passer en principe, c'est intéressant, en Arabie Saoudite, la rencontre, on ne sait pas encore quand, etc., entre Trump et Poutine, avec l'absence totale de l'Europe. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas, à votre connaissance, un représentant de l'Europe quelconque qui va assister à cela, ni avant, ni... Alors après, on ne sait pas. C'est quand même, ça dit quelque chose, ça. Oui, oui, tout à fait. Mais c'est plus ou moins logique parce que la Russie a toujours disait qu'on est prêt à avoir le dialogue avec ceux qui veulent le dialogue. Et Mhm. si les Américains veulent le dialogue, on va parler avec eux. Mais les Européens, aujourd'hui, ils ne veulent pas le dialogue avec la Russie. Ils veulent continuer cette campagne de diabolisation de la Russie dans la presse et dans l'opinion publique. Alors, il y a aucun place aujourd'hui pour une rencontre entre les Russes et les Européens. Alors justement, comment vous expliquez ça? Vous, Russes, homme politique, vous connaissez aussi l'Europe, vous avez, vous avez étudié en France, en tout cas le journalisme, mais enfin, vous connaissez bien l'Europe. Qu'est-ce qui fait alors que justement, on l'a dit, alors que l'Amérique est en train de bouger comme elle bouge, les États-Unis en tout cas, comment il se fait que l'Europe se fige? C'est-à-dire que l'Europe, et d'ailleurs que ce soit la majorité des médias, que ce soit la majorité des hommes politiques. Bon, qu'est-ce qui fait que on peut être évidemment, on peut dire c'est l'agression de Poutine sur l'Ukraine, vous dites opération spéciale, d'autres invasion, etc. Mais au-delà de ça, comment ça se fait que un certain nombre de gens ne veulent même plus discuter? C'est quand même assez étonnant. Pourquoi? Est-ce que c'est les intérêts? Est-ce que c'est quoi? Mais c'est très simple, non. À mon avis, c'est contre les intérêts fondamentaux des Européens. J'ai déjà dit que avec cette politique anti-russe, l'Europe a perdu déjà beaucoup de son PNB, des emplois. Il y a la chute de l'économie en Allemagne, en France. Il y a la hausse de prix pour l'énergie, l'électricité. Aujourd'hui, si les Français, évidemment, le problème, c'est que la majorité de Français, avec la diabolisation des Russes, ils sont tellement préoccupés
par cette campagne propagandiste il ne rend pas compte que la hausse du prix pour l'électricité, la hausse de prix pour pétrole, etc., c'est lié avec la position de l'Europe et c'est lié avec la position de France dans cette guerre. C'est lié avec la rupture avec la Russie. Et donc, quand vous dites pourquoi ça se passe comme ça, mais parce que les Européens, ils sont allés très loin dans leur soutien, soi-disant, de l'Ukraine. Ils sont allés immédiatement très loin dans leur rhétorique anti-russe. Ils sont allés très loin dans leur réaction économique. Et donc, aujourd'hui, ils ont perdu dans cette situation et les leaders politiques, les leaders de l'opinion publique européenne ne peuvent pas refuser. C'est ce qu'ils ont dit il y a encore quelques mois sur les Russes qui mangent les enfants ou sur l'agression sanglante du régime de Poutine, etc. Ils ne peuvent pas avaler, c'est ce qu'ils ont déjà dit. Vous voulez dire ils ne peuvent pas se contredire par rapport à un régime bien sanglant, prédateur, étrangleur, etc. Ça. Bien sûr. Et donc maintenant sur ce voie, il faut continuer encore pour d'abord finir avec les restes de souveraineté de l'Europe et pour finir avec l'économie européenne. C'est à mon avis, c'est la voie qui va amener à ça. Si les Européens ne changent pas les leaders politiques et si les leaders politiques ne commencent à pas faire cette fanfaronnade à la macronienne, donc et commencent à vraiment agir pour les intérêts nationaux de leur peuple. Alors justement, nous allons parler un peu justement de l'avenir possible. Piotr Tolstoï, c'est vraiment important parce que quel paysage est en train de se dessiner sans faire de la voyance. Mais auparavant, il y a les bruits de guerre qui, en tout cas chez nous, on parle de kit de survie, on dit il faut être prêt, etc., etc. Et d'ailleurs, effectivement, le journaliste de BFM TV qui était venu vous interviewer parlait justement de guerre nucléaire et écoutez ce que vous avez dit à ce moment-là. Oui, parce que vous voulez plutôt envoyer une bombe nucléaire à Paris en ce moment. C'est plutôt ça le discours. Bien sûr. À la télévision russe, on calcule la durée qu'il faudrait pour un missile nucléaire pour arriver à Paris. Non, 2 minutes. Pas 2 minutes, un peu plus, mais... donc vous avez commencé à calculer les plans ? Oui, bien sûr, on calcule parce que, vous savez, pour nous, c'est ce qui est important historiquement pour la Russie, c'est assurer la sécurité du pays. Et quand les pays de l'OTAN, dont aussi la France, mettent les missiles autour de nos frontières et veulent mettre les missiles en Ukraine, en adhérant à l'OTAN, l'Ukraine. Donc pour nous, c'est inadmissible. À un moment donné, c'est vrai, et même d'ailleurs Medvedev en a parlé, chez vous à la télévision soviétique, à la télévision russe, vous voyez, j'ai encore des lapsus d'historique. Il disait, oui, écoutez, si vous... Voilà, la bombe nucléaire, on parlait, bon, c'est les menaces, etc. Mais effectivement, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on hausse le ton, on dit, écoutez, si vous voulez qu'on arrive à ça, on arrivera à ça. Mais c'est pas nous qui ont commencé, hein. C'est pas nous qui ont fait les bases en Roumanie, en Pologne, à nos frontières avec les missiles nucléaires américains. Et c'est pas nous qui ont commencé de bâtir l'armée européenne et essayer de trouver l'argent pour ça. C'est pas nous. Mais ce qui concerne la guerre nucléaire, comme j'ai déjà dit à BFM, en fait, la situation n'a pas changé. Pour nous, c'est très simple. C'est une raison de sécurité de notre pays et de sécurité de futures générations. Si vous avez les missiles nucléaires de l'OTAN, par exemple, à Kiev, il arrive sur le territoire russe en 3 minutes. De l'Allemagne, il arrive, ça prend 10 minutes. Donc quand même, c'est ça la différence et c'est très simple. C'est pour ça que entre 3 minutes et 10 minutes, il y a une sacrée différence, vous voulez dire. Tout à fait. Ouais. Pour nous, pour la réponse nucléaire, oui.
Ouais. Et donc, pour ce qui concerne tous ces idées sur les menaces russes, les déclarations que la Russie menace l'Europe, c'est de la propagande pour en fait que les Européens ne pensent pas au prix Alors, de problèmes l'électricité. économiques. Alors, prix de Ouais, l'électricité. problème économique, qu'ils pensent à la menace russe et qu'ils préparent le kit de survie. Mais je vous assure que nous avons des armes nucléaires qui, donc, le kit de survie, il ne vous servira pas. Hein, donc, c'est très vite. Ça passe très, très vite. Vous n'arrivez pas même à retrouver dans le pancarte le kit de survie. Oui, d'ailleurs, ce kit de survie est assez. On va pas en parler là, mais il y a un paragraphe où il dit s'il y a menace nucléaire ou même envoi de bombes nucléaires, fermez bien votre porte. Donc, Oui, voyez, et les fenêtres. Et les Ouais, fenêtres, ouais. voilà, c'est intéressant cela. Justement, alors je voudrais qu'on arrive à cela. Aujourd'hui, à votre avis, Piotr Tolstoï, je voudrais qu'on parle un peu d'économie et peut-être, on espère tous que quand même il y ait la paix un de ces jours et plutôt plus vite que plus lentement. Donc sur cette Europe, sur ce territoire, sur ce qui se passe. Est-ce qu'au fond, l'économie, je veux dire, est-ce qu'aujourd'hui, bon, on sait très bien, il y a les terres rares, il y en a en Russie, il y en a en Ukraine, il y en a un peu partout, on voit très très bien. D'ailleurs, Trump, qui a toujours pratiqué l'art du deal, aussi, voit aussi, il y a le côté économique. Aujourd'hui, je rappelle d'ailleurs, et je voudrais avoir des nouvelles de la Russie, puisque notre ministre des Affaires étrangères, Bruno Le Maire, il avait dit il y a un an, nous allons mettre à genoux l'économie russe. Donnez-moi des nouvelles de l'économie russe. Est-ce qu'elle est à genoux? Est-ce qu'elle est en agonie? Ou comment ça se passe? Vous savez, c'était une des fautes majeures d'incompréhension par l'Occident, le caractère national russe et la situation en Russie. Notre économie n'est pas à genoux. On a tout ce qu'il faut dans des magasins, il n'y a aucun problème. Mais en fait, même s'il y avait des problèmes économiques, les Russes, ils réagissent autrement que, par exemple, les Français. On n'a pas derrière nous, oui, dites-nous. on n'a pas derrière nous des siècles de sociétés de consommation. Et donc, les Russes, quand il y a la menace à la sécurité du pays ou il y a la guerre, etc., ils se réunissent autour de pouvoir. Et c'est ça ce qui était pas prévu par tous ces démagogues qui disaient qu'on va mettre la Russie au genou, qu'on va déchirer l'économie russe en petits morceaux. Finalement, ça n'a pas marché. La Russie fait la commerce avec d'autres pays. Et je vous rappelle que la majorité des pays dans le monde entier aujourd'hui font la commerce avec la Russie et business avec la Russie sans problème. C'est seulement. Mais même nous achetons du gaz russe, soyons clairs. Même nous achetons du gaz russe. Bien sûr, vous achetez le gaz russe, mais malgré toutes les déclarations, donc c'est en fait le gaz qui est bourré du sang des enfants ukrainiens, donc vous le consommez très bien. Et à mon avis, cette idée, c'était la conséquence d'absence de la compréhension de la Russie qui a encore les racines dans la soviétologie occidentale, notamment en France, de l'époque de Brejnev, de l'époque des années 70, etc. Oui, ça remonte à loin. Vous dites ça remonte à ça, voilà, en fait. Voilà, ça remonte à ça. Ça remonte à ça. Et donc, le français ne comprenne pas pourquoi ils sont pas sortis dans les rues si, par exemple, il y a la hausse de prix et l'inflation. Oui, il y a l'inflation, il y a la hausse de prix, mais l'économie marche. On vend beaucoup en Inde, en Chine, dans les autres pays du monde entier, notamment en Afrique. Et donc, c'est clair que ça n'a pas marché. Toutes ces sanctions sont en fait inutiles. Déjà, 16 paquets des sanctions contre la Russie. Nous, on a, je sais pas, moi, je suis sous toutes les sanctions possibles, imaginables, personnellement.
Donc, c'est-à-dire comment ça veut dire quoi concrètement que vous-même vous êtes sur toutes les sanctions? ça veut dire concrètement Oui. que je peux pas aller dans aucun pays de l'Union européenne, par exemple. Ah bon, vous êtes interdit de séjour? Ni au Japon, Ouais. ni au Canada, États-Unis, Grande-Bretagne, etc. Mais j'ai pas intention. Mais si jamais il me faut pour mon travail, parce que je travaille au Parlement russe et donc Bien il y a sûr. les relations interparlementaires. J'étais à la tête de la délégation russe au Conseil de l'Europe depuis longtemps et donc à l'OSCE, etc. Donc, il faut les garanties que les pays qui accueillent telle ou telle réunion internationale On va vous arrêter quand vous arrivez, quoi. C'est ça. ne m'arrête pas sous la demande de l'Ukraine et de soi-disant tribunal international. Pénal international, oui. Voilà, donc je suis un criminel et vous êtes en train de faire une interview avec un criminel très très dangereux qui vous explique que pour nous ça n'a rien changé en fait, ça change rien. C'est tout cette campagne des sanctions, d'ailleurs illégales parce que ils n'ont pas été votés à l'ONU ni rien du tout. Donc c'était l'idée de la pression, de la guerre économique contre la Russie, ça n'a pas marché. Et c'est l'incompréhension de cette logique, c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui l'Europe ne peut pas s'arrêter dans cette hystérie anti-russe qui existe en Europe. C'est intéressant parce que vous répétez, ça vous l'avez déjà dit, mais c'est intéressant de le répéter. Vous dites en fait l'Europe s'est enfermée dans cette certitude que la Russie, ça n'allait pas marcher. D'ailleurs, faut dire qu'il y a eu, y compris chez nous en France, dans certains médias, que Poutine ne tenait plus. Enfin, les 50 fois, Poutine était malade, que le régime est en train de flancher. Même quand il y a eu le Wagner et Prigojine, c'était la fin. On arrivait sur le Kremlin et puis etc. Bon, mais au-delà de ça, quand même, je pense que il y a quand même, enfin, j'espère en tout cas qu'il y a un certain nombre de gens qui ne seront pas enfermés définitivement dans leur schéma, soit idéologique, soit politique. On peut l'espérer. Mais bien sûr, non, mais nous on comprend très bien qu'on a beaucoup d'amis en Europe et il y a beaucoup par exemple, vous avez cité cette interview à BFM. Moi, j'ai été frappé qu'après, quand j'étais en Europe, j'avais des Français qui me serraient la main et qui disaient, mais vous avez eu raison quand vous disiez qu'on ne peut pas croire à Macron, qu'on ne peut pas croire au gouvernement actuel, etc. Donc, il y a beaucoup des gens qui comprennent ça, mais le problème, c'est que l'opinion publique des pays soi-disant démocratiques européenne qui donne toujours des leçons de la démocratie à tout le monde entier. Aujourd'hui, cette opinion publique domine absolument sur n'importe quelle opinion privée et on ne peut pas sortir et dire voilà, je suis pour la Russie. Mais comment tu peux être pour la Russie? C'est des diables. Ils bouffent les enfants. Mais comment tu peux faire ça? Et tu es immédiatement isolé ou boycotté par tes collègues ou par l'opinion publique mainstream. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'en France ne fonctionnent pas les médias russes. Hein. Ils sont interdits comme propagande de Poutine. Nous, on n'interdit pas les médias français qui fonctionnent à Moscou comme propagande de Macron, par exemple. Et donc, pour nous, c'est des valeurs démocratiques. Alors, on voit que pour les Européens, ça marche pas tellement. Alors, je vous rassure quand même, honnêtement, je ne crois pas que la majorité des Européens pensent que les Russes mangent des petits-enfants. Je crois qu'on n'en est pas là. Mais le vrai problème... Vous n'êtes pas loin. Vous n'êtes pas loin. Non. Vous exagérez, là. Vous exagérez. Si. Avec tous ces spectacles sur Boucha, sur les événements à Kiev, etc., avec la propagande ukrainienne qui s'est installée dans les médias français, avec le soutien des États-Unis à cette propagande, d'ailleurs l'activité de USAID
qui a été récemment fermé par Trump et qui dépensait des milliards de dollars pour l'arrivée des acteurs de Hollywood à Kiev et pour cette solidarité avec l'Ukraine en Europe. Donc tout ça, c'est la campagne qui était montée avec l'argent américain, mais qui a entièrement, si vous voulez, mangé la diversité dans l'opinion publique européenne. Mais alors justement, ce qu'on a découvert aussi, c'est que maintenant, c'est qu'il n'y a plus que l'Europe, il y a le monde. Et le monde, c'est beaucoup plus compliqué, et vous le savez très très bien. Et justement, je voulais savoir, qu'est-ce que vous pensez des conséquences quand on est allé dans les sanctions jusqu'à SWIFT, jusqu'à tout cela, quand on a saisi les avoirs, hein, on le sait, les avoirs russes. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'aujourd'hui, justement, je ne dis pas renversement, mais le changement quand même de situation, même si les choses ne font que... Ça fait tout ça quelques mois, quelques semaines, donc les choses mettent du temps à bouger. Est-ce que quand même on n'est pas en train de revenir? Je vais être très précis. Nous savons, nous, je dis, qu'en achetant du pétrole à l'Inde, nous achetons du pétrole russe raffiné en Inde, par exemple. Hein, et nous achetons aussi d'ailleurs du gaz de schiste aux États-Unis, alors que chez nous en France, nous n'avons pas le droit d'explorer le gaz de schiste. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une gigantesque hypocrisie économique, en tout cas au moins dans tout ça? Mais bien sûr. Mais vous savez, on a vécu une époque qui est, à mon avis, terminée, quand l'Occident pensait qu'il y a l'Occident, il y a bon l'Europe, les États-Unis et tout le monde entier, tout le reste. Aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est pour ça que la Russie toujours se prononce sur la scène internationale pour le monde multipolaire et pour le respect qui manque aujourd'hui d'ailleurs aux Européens, pour le respect à l'histoire, à la démocratie, à la, si vous voulez, des différentes modalités des systèmes politiques dans des différents pays. Donc, on ne donne pas de leçons, par exemple, aux Africains, comment ils doivent bâtir leur système, soit démocratique ou pas démocratique, mais ce qu'on leur propose, c'est la coopération économique. Et d'ailleurs, aujourd'hui, l'Europe dépend entièrement des États-Unis au niveau de gaz et de pétrole. C'est très important et ça aura des conséquences non seulement sur la vie quotidienne des gens, mais aussi sur la politique européenne. On peut pas être tellement dépendant et, par exemple, mener sa propre politique sur la scène internationale. Oui, c'est tout le problème, effectivement, que c'est très bien de l'indépendance politique, mais qu'est-ce qu'elle veut dire sans indépendance économique? Et effectivement, le problème est posé. C'est pour ça que je voudrais arriver peut-être à Piotr Tolstoï, à l'état présent et surtout à l'état futur, le futur immédiat, encore une fois. Est-ce qu'au fond, on ne risque pas, très bien pour les uns et pas pour les autres? Est-ce que franchement, vous ne pensez pas aujourd'hui à un certain accord de Yalta 1943? Est-ce qu'il ne va pas y avoir effectivement un nouveau partage? Et je voudrais juste rappeler quelqu'un, un compatriote à vous. J'ai lu Alexandre Douguine. J'ai lu un article passionnant d'Alexandre Douguine sur le fait que nous arrivons, vous savez, il y a eu depuis 1945, hein, c'est vrai que c'est un bouleversement du monde, à mon avis personnel. 1945, c'était la guerre froide USA-URSS. Après effondrement de l'URSS, l'Empire américain, les Américains, la fin de l'histoire, comme disait Fukuyama. Et puis, aujourd'hui, le monde multipolaire, vous en avez parlé, et des empires. Enfin, peut-être qu'il va y avoir un règne de multiples empires. Et je voudrais savoir ce que vous en pensez par rapport à ce qui risque de se passer dans les semaines et mois qui viennent. Quand vous dites risque de se passer, cela dit que... Non, c'est pas risque, ce n'est pas pour dire c'est dangereux. Hein. Risque, c'est qu'est-ce qui se passe au Je niveau, veux dire que tout à fait, la nouvelle Yalta est possible, mais pour la nouvelle Yalta, il faut que tous les partis du conflit réalisent où ils sont dans ce conflit.
Et on voit que, par exemple, l'Europe n'a pas compris encore qu'elle a perdu dans ce conflit. Vous pensez que l'Europe a perdu, définitivement? Tout à fait, oui, j'en suis sûr et certain. Voilà, d'accord. Non, mais c'est votre opinion. C'est la faute de l'Europe, mais c'est aussi, si vous voulez, la responsabilité des Européens qui, depuis les décennies, ils ont voté pour les produits politiques qui ne sont pas des leaders politiques, mais qui représentent des intérêts des différents groupes financiers. Donc aujourd'hui, c'est les fruits de cette politique qu'on voit. Alors, au-delà de l'Europe, comment, enfin, un Yalta ou un nouveau Yalta ou autre chose, comment, à votre avis, ça risque de redistribuer les cartes? Ça risque, encore une fois, quand je dis risque, c'est pas parce que je suis contre, mais comment ça va se redistribuer, à votre avis, là? Je sais pas, moi, je fais pas partie des négociations dans les sphères mais je crois que par plusieurs reprises, la Russie a proposé à discuter la sécurité aux États-Unis et à l'Europe aussi, la sécurité du continent, la sécurité du monde entier. Oui. Donc, il s'agit peut-être de nouveaux contrôles sur les armes nucléaires. Il s'agit peut-être des zones de l'influence de telle ou telle puissance mondiale. Mais c'est marrant parce que en fait, quand aujourd'hui de l'Europe, on voit les négociations entre les Américains et la Russie, on dit voilà, les Américains ils ont trahi les principes, etc. Et on dit pas que c'est les premières négociations entre les deux puissances mondiales après la fin de la guerre froide. Oui. C'est vrai, c'est la première fois. Enfin, c'est la première fois depuis donc plus de 35 ans. Quoi. Tout à fait. C'est bien ça. Et justement, en fait, vous avez aujourd'hui quand même incontestablement auprès de, on verra ce qui va se passer. On va pas faire de voyance ni de futurologie, mais il y a incontestablement un changement de paradigme très fort aux États-Unis. Donc tout ça. Et alors c'est intéressant parce que aujourd'hui, vous savez, dans les médias, on dit oui, Trump, c'est intéressant, je vous fais réagir là-dessus, je ne sais pas si vous l'avez vu. Oui, Trump est en train de trahir l'Occident, il va tout livrer à Poutine, il va le laisser faire, parce que Poutine, c'est l'homme du temps long, Trump, c'est l'art du deal du matin au soir, il est là. Donc, et un jeune homme politique français qui a été d'ailleurs très ironisé par la porte-parole du gouvernement américain, a dit il faut que l'Amérique nous rende la statue de la liberté puisque elle s'est mise du côté des tyrans. Rendez-nous la statue de la liberté. On vous en a fait cadeau. On vous en a fait cadeau. Mais apparemment, vous la méprisez. Alors elle sera très bien ici, chez nous. C'est intéressant. Oui. Oui. Mais encore plus intéressant, c'est la réponse de porte-parole de Trump à ce jeune homme. Il a dit que cet politicien français ne doit pas oublier que si il n'y avait pas des Américains, aujourd'hui, il parlait allemand. C'est vrai. Et je peux dire la même chose pour une autre moitié de l'Europe, que s'il n'y a pas la Russie et dans la Deuxième Guerre mondiale, aujourd'hui, non seulement les Tchèques ou les Croates, mais aussi les Français parlaient allemand. Est-ce que ça a été choquant pour vous, Piotr Tolstoï, pour vous et un certain nombre de vos compatriotes, que la Russie n'ait pas été invitée au 4e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz? Vous savez, pour nous, c'est tout à fait dans cet paradigme de hystérie anti-russe qui continue aujourd'hui en Europe. Et c'est la même chose. C'est quand on, par exemple, démolit les cimetières des soldats russes en Pologne où ont été morts 600 000 soldats. Donc,
éliminer tous les cimetières de ces soldats russes parce qu'ils sont déjà morts, ils peuvent pas résister à ces vandalismes. Donc c'est les tentatives de réécrire l'histoire. En fait, c'est dangereux plutôt pour les pays qui le réécrit, parce que c'est ça qui fait après cette rupture de la compréhension et la rupture avec la réalité qui amène à les défaites géopolitiques si importantes que aujourd'hui subit l'Europe. Ouais. Et c'est en tout cas, c'est quiconque oublie l'histoire est condamné à la revivre, disait quelqu'un. Juste un mot. Vous avez dit aussi, j'ai pas cité dans la télévision, vous avez dit aussi que il y a une notion aussi que vous avez évoquée dans certaines interviews de la décadence de l'Occident en général et de l'Europe en particulier. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par cette décadence? Est-ce qu'il y a quoi, une sève qui est partie, une envie de... C'est quoi cette espèce de perte de sève vitale presque, enfin, selon vous? Mais vous savez, c'est l'absence de leaders forts en Europe. Après, je sais pas, après l'époque de Margaret Thatcher ou de Kohl ou de Chirac, aujourd'hui, c'est ce qu'on voit, c'est Hollande, Macron. À mon avis, c'est des gens qui c'est très difficile d'avoir l'affaire avec des gens qui ne tiennent pas la parole. C'est l'absence de l'expérience politique et l'idée de cette légèreté historique, parce que leur mandat, c'est pour 4 ans, 5 ans, et après, ils passent leur retraite en travaillant comme le manager de Citibank américain. Ils reviennent au privé, etc. C'est la porte ouverte. Comme monsieur Barroso qui a favorisé le coup d'État en Ukraine en 2014. Aujourd'hui, il travaille pour Citibank. Je suis très content pour lui, mais les conséquences, c'est pour les générations et pour l'histoire des grands pays en Europe. En fait, ce qui est intéressant, et vraiment, c'est tout le problème de la démocratie comme on l'envisage. Vous dites effectivement la durée c'est important. Je parle de la durée du pouvoir. Effectivement, un Poutine ou un Medvedev ou un autre, on le voudrait bien pas. Sauf qu'on pourrait vous dire oui, mais la démocratie c'est aussi que tous les 4 ans, tous les 5 ans, on puisse voter, etc., etc. C'est tout le paradoxe. On pourra en parler pendant des heures. Mais effectivement, le problème, on voit très bien. Regardez, Trump est obligé. Il se demande si dans 2 ans, il n'aura pas un Sénat, une chambre des représentants avec une majorité démocrate. Alors, il espère que non, bien sûr. Mais est-ce que ce n'est pas le prix de la démocratie? C'est un vrai problème, ça, Piotr Tolstoï, et vous le savez. C'est quoi la démocratie? Puisque dans certains pays, tous les 2 ans ou tous les 4 ans, il faut voter. Donc, il faut flatter l'électorat, tel ou tel électorat. Et dans d'autres pays qu'on considère comme moins démocratiques ou plus autoritaires ou plus autocratie, on a le temps. Et effectivement, l'avantage du temps, c'est un vrai avantage. La démocratie, c'est dur, hein? C'est pas évident. Non, c'est pas que la démocratie est dure. C'est la façon de la. Par exemple, vous en France, vous avez les 2 mandats présidentiels de 7 ans, 14 ans. C'est beaucoup de temps, hein? Oui, c'est vrai. Ouais. Oui, c'est fini, mais ça a été le cas. Et pour la France, c'était bien. Cela veut dire que les gens qui votent aux élections, ils peuvent soit soutenir le leader politique au pouvoir qui leur plaît, soit trouver un autre. Et c'est le cas de toutes les démocraties chez nous. C'est la même chose. On a soutenu Poutine parce que nous sommes contents de comment il assure son mandat présidentiel. Mais c'est pas qu'il est un dictateur sanglant comme on le présente en Europe. Nous, on a des procédures démocratiques surveillées par les caméras, par les urnes en plastique, etc. Donc c'est différent que chez vous, mais ça ne veut pas dire que nous vivons sous le régime autoritaire ou sous la dictature. Mais les Américains, ils ont leur démocratie. Et d'ailleurs, c'est pas une démocratie directe,
comme vous le savez, Bien le sûr. président américain n'est pas élu par les citoyens. Sauf Donc, cette fois-ci, il a eu la majorité populaire, en tout même à temps fait, que la tout à fait, majorité des tout à grands fait. électeurs. Oui, Tout à absolument. fait. Mais cela dit que Trump, par exemple, il a peu du temps. Il se dépêche parce qu'il peut du temps. C'est pas Bien non sûr. seulement sa façon de faire les deals du matin au soir, mais cela dit, Bien sûr. politiquement, chaque politicien occidental a le temps de son mandat. Macron aussi, c'est terminé. Monsieur Scholz en Allemagne, c'est terminé. Donc, on voit que durant les 4 ans, un politicien en Europe, il arrive à faire 15-16 déclarations pour expliquer pourquoi l'économie est en baisse. Et c'est tout. Si Oui, vous ça ne voulez, lui laisse pas beaucoup de temps. il n'y a pas cette Mais Piotr Tolstoï, je suis content. historique. Je suis content, je veux dire. C'est amusant que vous ayez dit Macron, c'est terminé. Vous savez qu'il a encore jusqu'en 2027, hein, entre parenthèses. Mais pour nous, 2 ans, c'est rien C'est du tout. rien. Ouais. On a des siècles devant nous. Mais c'est ça. Ça c'est la manière, effectivement, d'envisager le temps long et le temps court, et c'est absolument passionnant. Bon, mais vous venez bientôt en France ou pas? Pour le moment, vous venez pas alors? Non, pour le moment, Non, je non. viens pas. D'accord. J'attends que la France vienne en Russie. Bon, ben écoutez, je pense que on peut quand même espérer vraiment après tout cela que les choses se calment, et en tout cas, on voit très très bien que, comme vous avez dit, il y a la nécessité, il y a le hasard, mais il y a la nécessité, et puis il y a, je crois, effectivement, vous savez, le réel frappe à la porte, la réalité frappe à la porte, et on le voit maintenant, honnêtement, y compris en Europe, elle est en train de frapper à la porte. Maintenant, est-ce que les gens vont l'entendre, et s'ils vont ouvrir les portes et les fenêtres? C'est ce qu'on verra. J'espère bien, j'espère bien. Vous savez, c'est étonnant, mais tout ce que j'ai dit dans des interviews précédentes à des médias français, à BFM, etc., finalement, ça s'est passé. J'ai dit que les sanctions, ça va peser sur l'état de la classe moyenne en Europe. C'est déjà fait. Quand on m'avait demandé, est-ce que vous avez peur de Charles Leclerc? J'ai dit, on va tout brûler, et on les a brûlés en Ukraine. Les soldats français sur le sol, alors j'espère que ça marchera jamais, mais si ça marche, tant pis. Oui. Et donc aujourd'hui, on a avec vous une petite espoir que l'Europe va freiner un peu et s'arrêter dans cette hystérie anti-russe. Et peut-être un jour, on verra que les relations. Mais pour ça, à mon avis, il faudra encore 5 ans ou 10 ans. Donc, Vous pensez que ça va prendre encore 5 ou 10 ans? Oui, pour rétablir des relations, parce que vos leaders, ils sont allés très très loin, et il faut attendre que les nouveaux leaders arrivent. Ben, écoutez, je ne sais pas. Alors, nos leaders vous diront, ce sont vos leaders qui sont allés très loin. Évidemment, c'est la discussion, mais c'est vrai que 5 ou 10 ans, c'est long, et en même temps, bon, à l'échelle de l'histoire, vous dites, ce n'est pas très très long, mais très sincèrement, en tout cas, au-delà de la politique, moi, je souhaite qu'un jour, on puisse à la fois boire du vin et de la vodka dans le même repas. D'accord. Merci, moi aussi, j'espère à ça. Ouais. Merci, Piotr Tolstoï. Merci beaucoup. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver toutes ces informations et beaucoup d'autres 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur notre canal Telegram BRICS Actu, le lien est dans la description. N'hésitez pas également à liker et partager pour faire connaître les infos des BRICS, et dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de l'intervention de Piotr Tolstoï. Ça nous intéresse fortement. Abonnez-vous également à la chaîne pour ne manquer ni nos points, ni nos analyses, ni nos récaps de la semaine. Quant à moi, je vous dis à très vite et n'oubliez pas, Carpe Diem!